Bien, comme chaque mardi, le moment est venu d'accueillir Caroline Fourest, essayiste, réalisatrice, journaliste et directrice de Francs-Tireurs. Bonsoir Caroline. On remercie le général Trinquant et Lucas Manger et on accueille avec plaisir Ruth Elkrief et François Lenglet pour vous écouter, pour réagir aussi. Caroline, la une de Francs-Tireurs d'abord cette semaine, Le Pen, Bardella. Plus le temps passe et plus les divergences apparentes ou réelles, on ne sait pas, mais en tout cas apparaissent au grand jour entre Marine Le Pen et Suffocant. Il y a une canicule politique et à un an de la présidentielle, la meute s'échauffe envers la France insoumise. Et c'est de ce sujet dont vous voulez nous parler. De fait, la France insoumise, des controverses, des polémiques qui défraient la chronique à peu près toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Voire par jour. Vous vous proposez de distinguer les bons et les mauvais procès, les vrais et les faux griefs. Un degré d'agacement plus ou moins différent selon nos sensibilités, aux provocations, aux tons, aux excès de la France insoumise. Et en même temps, écoulé, on n'aurait pas le temps de tout aborder. Il y a eu deux polémiques qui, parfois, où l'écume a pris Il y a une première polémique que j'ai trouvée réellement injuste et même violente à l'égard de Manon Aubry, de la France insoumise. C'est cette photo, cette vidéo volée qu'on a vu tourner sur les réseaux sociaux et on a choisi, et je l'ai demandé aux équipes, de vraiment flouter un peu amène, et visiblement je pense qu'elle est plutôt d'extrême droite, sur cette bobo gauchiste filmée sur un bateau en pleine canicule. Je précise, complice. Oui, complètement. Puis je trouve ça particulièrement désagréable d'exposer une femme en maillot qui est dans sa vie privée, qui n'a pas demandé une femme politique. C'est assez rabaissant, c'est assez humiliant et très désagréable. Et donc, typiquement, là, on est devant un cas de manière que les réseaux sociaux nous imposent un peu dans l'arène politique, mais qu'on ne devrait pas avoir. Et le procès qui s'en est suivi, qui a été relayé pour le coup par aussi des comptes politiques, et notamment d'extrême droite, était de dire, en gros, vous êtes à la France insoumise, vous défendez, soi-disant, les précaires, les pauvres qui souffrent de la canicule, et vous gagnez 7 000 € par mois, et donc vous êtes dans l'hypocrisie totale. Là, on est dans la démagogie que pratique peut-être la France insoumise, mais donc on n'est pas obligé de participer parce qu'on peut être une députée, on peut gagner 7 000 € par mois, on a le droit de louer un voilier avec sa famille, ça dans les dents, et on n'a pas à avoir des vidéos volées pour autant. Là où le débat est un peu plus compliqué, et dont ceux qui ont argumenté derrière, c'était de dire « Mais Manon Aubry, vous faites ça toute la journée, et vous-même, vous avez dénoncé le yacht de Bernard Arnault, vous avez même mis la photo de son yacht juste avant de partir en voilier pour dire voilà le yacht de Bernard Arnault où il est sans doute en train de mourir de chaud de la canicule dont il n'est pas responsable selon Yann Barthès. Et c'est vrai que dans ce tweet de Manon Aubry, il y a un peu tous les raccourcis de la France insoumise. Même si, on va le dire tout de suite, un yacht n'est pas un voilier. C'est pas exactement le même degré de pollution, ça ne contribue pas à la même pollution de la planète. Donc, je peux comprendre qu'elle ait trouvé très injuste qu'on lui remette dans les pattes cette vidéo de elle sur un voilier parce qu'elle avait dénoncé le yacht de Bernard Arnault. Là où le procès est un peu moins injuste, c'est qu'à partir du moment où on joue à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, au lieu d'avoir un débat public on peut avoir un débat en disant les yachts polluent, et donc, si ça pollue, ça peut contribuer au réchauffement de la planète. Et donc, nous voudrions, la France insoumise, réguler les yachts, par exemple. Ça, c'est pas de la démagogie, c'est un projet politique. Mettre la photo d'un yacht personnel de quelqu'un, de faire d'une personne le responsable du réchauffement climatique de la planète, tout en égratignant au passage Yann Barthès parce qu'il a critiqué la France insoumise cette semaine et que du coup, il s'est pris, pour le coup, la meute habituelle des trolls et les filles. On est typiquement dans les raccourcis et les méthodes qui font qu'à un moment donné, on peut se prendre un retour de bâton, puisqu'une fois qu'on a cultivé cette culture-là, elle vous revient comme un boomerang dans la figure. Je dois avouer qu'en grattant, j'ai trouvé d'autres exemples où la France insoumise pratique elle-même ce qu'elle n'aime pas subir, parce que personne n'aime subir ce que Manon Aubry a subi. On se souvient d'un épisode, mais c'est pas exactement la même chose, mais quand même, quand un député LR, Carl Olive, avait publié sur son Instagram ou sur son compte Twitter des coquilles Saint-Jacques qui s'étaient cuisinées. Je ne sais pas pourquoi il les avait publiées, mais en tout cas, voilà, ils les avaient publiées. Et Manon Aubry lui avait rétorqué, dans une attaque très personnelle, que c'était un scandale, en gros, de se faire cuire des coquilles Saint-Jacques. Voilà, des noix de Saint-Jacques le dimanche, à propos de Carl Olive, ce député, mais refuse de voter le jeudi en faveur d'un repas à 1 € au Crous pour des étudiants.
Mais c'est pas exactement le même niveau parce que ce député avait mis sa vidéo de coquille Saint-Jacques sur les réseaux, donc c'était quand même devenu public de par sa volonté, un peu moins privé. Et même si c'était un peu mesquin de la part de Manon Aubry d'enchaîner sur les coquilles Saint-Jacques. Elle a quand même un peu fait à autrui ce qu'elle reproche qu'on lui fasse aujourd'hui. Oui, bon. Et puis on se souvient de la polémique aussi sur, vous savez, les fameuses écrevisses qui avaient été servies dans je ne sais plus quel ministère de la transition écologique, et on a fait virer un ministre pour moins que ça, et LFI s'était déchaîné. François de Rugy à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on a des polémiques de la France insoumise qui scrivait de façon très personnalisée et très démagogique, c'est-à-dire à faire d'une personne un bouc émissaire de tout un problème bien plus large que cette personne, c'est assez régulier. Je le mettrai pas sur le même plan, néanmoins, parce que l'extrême droite l'a beaucoup avancé. Je ne le mettrai pas sur le même plan que la photo de Jordan Bardella au grand et polémique, d'ailleurs beaucoup plutôt en interne, au sein du Rassemblement national. On en parle dans le dossier. Ça a beaucoup fait grincer des dents les marinistes et les partis, parce que les deux camps sont très tendus en ce moment. Mais en l'occurrence, quand vous allez au Grand Prix de Monaco, vous vous affichez quand même. C'est un don. Jordan Bardella se plaint à propos de lui et de cette princesse. On sait qu'elles sont quand même largement organisées. Donc c'est pas la même chose. Donc on est un peu dans le faux procès. Enfin, on est carrément dans le faux procès, même, dites-vous, même s'il y a un côté boomerang. Mais on est dans le faux procès. En revanche, vous dites... Une autre affaire, une autre polémique cette semaine qui a vraiment soufflé du vent très fort contre France Culture et son animateur pour une vidéo qu'il a diffusée à l'antenne qui rapproche des propos de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. C'est une vidéo du site... Et de Jean-Marie Le Pen. Et de Jean-Marie Le Pen. C'est une vidéo du site Léon qui lutte contre l'antisémitisme et qui avait fait un montage qui est honnêtement un peu glaçant, et du vocabulaire utilisé par Jean-Marie Le Pen et du vocabulaire utilisé par Jean-Luc Mélenchon. Et Guillaume Erner l'a passé à l'antenne, s'est pris une volée de bois vert, a dû s'excuser, a dû parler de montage fallacieux. La direction de France Culture s'est excusée suite à la campagne menée par la France Insoumise, mais relayée aussi par la Société des journalistes de France Culture. Alors on peut comprendre sur un extrait qui est une recontextualisation, que c'est pas parce que par définition c'était une sorte de bêtisier de florilège, mais qu'un journaliste doit faire. C'est des citations qui s'alternaient, qui parlaient la plupart des juifs ou du CRIF. Et une ne parlait pas spécifiquement des Juifs, ni du CRIF, une parlait des financiers. C'est une citation de Jean-Luc Mélenchon qu'on va redécouvrir, qui lui correspond, parce qu'il a souvent eu ce genre de phrase, il en a beaucoup parlé, il parlait de mémoire, si on l'a pas, de la caste. La caste. Alors, je demande et de ces Louise Rondeau-Ninon, si on a cette citation, elle est en train d'arriver. Voici ces déclarations donc, de Jean-Luc Mélenchon. Il était de mémoire face à Natacha Polony dans son émission, qui avait fait déjà beaucoup de généralités sur les médias, les élites. Et ce qu'on appelle les élites, pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire que les tout-puissants financiers et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Voilà. Et le scandale, ce qui a fait scandale, c'est d'avoir mis cette phrase au milieu d'autres de Jean-Marie Le Pen qui y ressemblent beaucoup, qui visent plutôt les Juifs. Simplement, cette phrase en tant que telle, on peut pas dire qu'elle vise les Juifs. Là, il vise effectivement les marionnettes médiatiques et politiques des financiers. Mais par contre, ce qui m'a un peu surpris, c'est que sur 6 extraits, les 6 étaient parfaitement clairs. Celui-ci l'était un peu moins. Mais cet extrait-là reste quand même extrêmement problématique et rappelle extrêmement le vocabulaire d'extrême droite. Ça, cette ressemblance avec cette syntaxe du Rassemblement national et d'avant du Front national, elle existe. Et elle n'existe pas que dans un exemple. Il y a des milliers peut-être pas, mais il y a beaucoup d'exemples où Jean-Luc Mélenchon emploie cette vision, vous savez, qui consiste à faire des généralités, des amalgames, à englober. Alors, tous les journalistes deviennent tous des marionnettes, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec la France Insoumise ou Jean-Luc Mélenchon, des marionnettes, des financiers, d'une force supérieure qui comploterait contre leurs idées. Jean-Marie Le Pen, chaque fois qu'il se faisait critiquer par des journalistes, en l'occurrence pour des propos racistes, il estimait qu'il était le bouc émissaire, la victime d'un complot, des élites, d'une caste, qui était aux ordres. Alors, il définissait jamais aux ordres de qui. Et puis, quand on a un petit peu de mémoire historique, David, parce que c'est ça qui fait que cette phrase est dans ce montage, c'est que quand on a un peu de mémoire et qu'on a travaillé sur la rhétorique des journaux dans les années 30, sur la caricature dans les années 30, on se souvient que la figure de la presse antisémite de l'époque, c'était de montrer des financiers et des banquiers juifs qui tiraient les ficelles de marionnettes dans le débat public. Donc, quand on a un peu de culture, et Jean-Luc Mélenchon en a, quand on a un peu de culture,
on sait que cette phrase, elle est problématique en soi. C'était normal de la recontextualiser, de dire qu'il ne parlait pas spécifiquement des Juifs, mais il y a d'autres phrases de Jean-Luc Mélenchon qui, du coup, n'ont plus fait polémique, comme si elles n'avaient jamais existé. C'est-à-dire que sur 6 extraits, il y en avait quand même 5 qui étaient très clairs et très dans leur contexte. On va en redécouvrir quelques-uns, notamment quand Jean-Luc Mélenchon, justement, est accusé d'être antisémite. Comme quand Jean-Marie Le Pen était accusé d'être raciste, il trouvait toujours un complot, un ennemi, un bouc émissaire vers qui renvoyer la faute pour s'absoudre au lieu d'essayer de donner des preuves plutôt de son non-antisémitisme. Et en l'occurrence, là, ça tombe toujours sur le CRIF. On va écouter un petit florilège. Et ces phrases-là, vous pouvez les juger sur pièce parce qu'il les a prononcées sur pièce et elles sont claires sur pièce. Je voudrais dire au CRIF que ça commence à bien faire. Les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde d'antisémite dès qu'on a l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. Il faut que vous compreniez, monsieur Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF. Le CRIF, c'est bon, c'est le CRIF. Et c'est un machin d'extrême droite, et où tous les ans, tous les ministres défilent pour aller bouffer. Alors, ils vont tous là-bas et ils sont aux ordres. De la gauche, comme monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore, Glucksmann, pardon. Après, j'en ai pour des heures, quoi. Montage, Claudia Oliveira. Alors là, il faut faire la différence peut-être entre une critique légitime du CRIF, et ils sont aux ordres. Exactement. C'est-à-dire cette idée que c'est le CRIF. Voilà, les ministres il y a plusieurs sont aux choses ordres qui posent du problème CRIF. Dans tout ce qu'on a entendu. Il y a d'abord, décidément, chaque fois qu'il y a un nom juif, quand même Jean-Luc Mélenchon ne le passe plus du tout. Il n'arrive plus du tout à le prononcer correctement. Donc en l'occurrence, il parle de Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, qui est tout sauf d'extrême droite. Donc à partir du moment où vous avez un militant associatif contre l'antisémitisme qui est choqué par les propos de Jean-Luc Mélenchon, par son racisme, il devient d'extrême droite. Et il ajoute, effectivement, vous avez raison David, c'est ça qui est très choquant parce que c'est toujours cette idée du complot, des marionnettes, des gens qui tirent les ficelles, des gens qui sont aux ordres. Et on est dans un pays, bon sang, on a une histoire, il se trouve que cette rhétorique-là, elle a déjà tué. Donc on pourrait quand même un peu faire attention avant de la manier. Et encore une fois, Jean-Luc Mélenchon a de la culture et il sait ce qu'il fait. Et il sait d'autant plus ce qu'il fait qu'il a un public qu'il a suffisamment excité pour être en état de combler tous les trous et tous les sous-entendus qu'il fait, avec la fameuse technique du dog whistle. Vous savez, c'est des sous-entendus, vous avez des noms de code comme les dragons célestes. Maintenant, malheureusement, les sionistes remplacent souvent les juifs. Alors, des fois, c'est pour critiquer vraiment Netanyahou, et là-dessus, on est en plein dans la liberté d'expression et dans la liberté politique, mais des fois, c'est un dog whistle, c'est-à-dire c'est un nom de code pour critiquer, en fait, les juifs, et là, on le décode comment ? En justement regardant le vocabulaire autour, si on est en train de parler de marionnettes, si on est en train de parler de complot, si on est en train de parler de gens aux ordres, eh bien oui, ça rappelle une rhétorique qui est antisémite. Donc, la polémique qui a eu lieu sur France Culture, où on a beaucoup incendié un journaliste pour avoir posé la question de la ressemblance entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, me semble être passé un peu vite sur le fond. La ressemblance des propos. À savoir que la ressemblance des propos, à l'exception d'un extrait qui méritait d'être bien mieux contextualisé, elle existe. Et c'est un vrai problème démocratique. Et c'est un vrai problème pour ceux qui nous disent que, par exemple, voter Mélenchon, c'est être contre l'extrême droite. Quand on pose les mêmes problèmes démocratiques, de rhétorique haineuse et raciste, il y a quand même un petit souci. Mais il y a surtout 2 déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui, au moment où non seulement des militants de la France insoumise, mais c'est normal, ils sont en pré-campagne présidentielle, c'est normal, mais aussi des journalistes, ce qui m'a honnêtement beaucoup plus choqué. Des journalistes et hurler que la meute, ça m'a un peu plus choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et ça annonce un climat qui va durer tout l'an prochain. Mais il y a 2 citations et 2 déclarations de Jean-Luc Mélenchon parfaitement dans leur contexte cette semaine, pendant qu'on s'acharnait contre France Culture, qui sont passées un peu sous les radars, ou en tout cas qui sont restées trop... Alors voyons ces déclarations. Pour qu'on n'ait pas envie de les remontrer et qu'on s'y arrête un peu plus. Il y a celle sur la Chine, je ne sais pas si on l'a, où il nous a encore expliqué que la Chine ne posait aucun problème ni d'impérialisme, ni économique, ni quoi que ce soit. La Chine, c'est formidable. On savait déjà que Jean-Luc Mélenchon aimait beaucoup le Venezuela. On comprend qu'il aime beaucoup la Chine, mais c'est pas la première fois. Sophia Chekirou nous avait déjà expliqué qu'il n'y avait aucun problème de liberté et de droits de l'homme en Chine. Mais la citation la plus grave, et qui pour le coup remplace tout le montage même du site Léon et de la matinale de France Culture, réellement, c'est qu'il est allé devant un tribunal cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, soutenir qui ? Un certain Anas Kazib. Il faut que je vous le présente pour savoir à quel point c'est grave ce qu'il a déclaré derrière, parce qu'il a
il a fait une déclaration qui, une fois de plus, minore le caractère terroriste des attaques du 7 octobre. Mais il l'a pas fait dans n'importe quel contexte. Il l'a fait pour soutenir cet homme, qui est un militant proche de la France insoumise, mais qui est un militant trotskiste, pro-islamiste, de Révolution permanente, qui est une organisation extrêmement radicale qui, sur son site le 7 octobre, s'est réjouie de l'attaque, des meurtres de civils, des viols, de tous les massacres ce jour-là. Offensive surprise, il faut lire l'article pour voir à quel point ils étaient en jubilation, fascinés par les parapentes, tout ce que le Hamas avait su déployer pour surprendre Israël. Anas Kazib était devant cette cour et ce tribunal pour apologie de terrorisme parce que lui-même, à titre personnel, a retweeté et tweeté des tweets saluant le 7 octobre, saluant en disant « Vive la résistance palestinienne ». Il est habitué des déclarations de ce type. C'est pas une dérive, c'est pas une surprise. C'est notamment un des organisateurs, en tout cas une des figures de la fameuse marche contre l'islamophobie organisée par le CCIF, une organisation frériste qui avait fait campagne contre Charlie Hebdo. Et on a beaucoup reproché à Mélenchon d'être allé à cette manifestation, mais il confirme ce tournant jour après jour. Un CCIF, donc d'une organisation frériste, a déclaré comme militant syndicaliste être très choqué que des chauffeurs de bus salafistes qui refusent de serrer la main des femmes soient licenciés. Donc il voudrait qu'on accepte et qu'on respecte la liberté religieuse de salafistes qui refusent de serrer la main des femmes. Il a aussi déclaré que rendre hommage à Samuel Paty comportait une instrumentalisation islamophobe. Il a aussi déclaré que les attentats du 13 novembre étaient en fait se dérouler sur la fond d'une guerre impérialiste. Donc nous serions un peu responsables de ce qui nous est arrivé, en gros, le 13 novembre, collectivement. Et donc, la dernière en date, c'est ces déclarations « Vive la résistance palestinienne le 7 octobre ». Et c'est ça et Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir. Et devant ce tribunal, pour soutenir Anas Kazib, il a déclaré qu'en fait, ses propos sur le 7 octobre, dire que c'était une attaque terroriste, ça se discutait. On va voir sa phrase, j'espère. Qu'en gros... On peut l'entendre peut-être, non ? Je pense qu'on a... Ah, alors visiblement, on n'a ni l'un ni l'autre. On n'a ni l'un ni l'autre. On peut peut-être essayer de retrouver. En gros, il a relativisé la question de dire que c'était une attaque terroriste. Et il a dit qu'en gros, il fallait se poser la question des moyens face à l'occupation. Il a légitimé, il a relativisé le fait de qualifier les massacres, les viols du 7 octobre de terroristes et d'attaques terroristes. Et cette déclaration-là, pour le coup, vous voyez, si on a du mal à la retrouver, c'est qu'elle n'a pas assez tourné, c'est qu'on n'en a pas assez parlé. On a beaucoup parlé d'avoir posé une question sur les ressemblances entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais là, on a un cas flagrant où Jean-Luc Mélenchon va au-delà de l'arc républicain, se permet de relativiser des actes gravissimes, se permet d'importer des passions extrêmement dangereuses dans notre pays. Et je n'arrive vraiment décidément pas à comprendre ceux qui nous expliquent le plus tranquillement du monde, puisqu'on a quelques sondages qui montrent que des gens pensent qu'aujourd'hui c'est une figure incontestée et c'est le candidat de la gauche, alors qu'on a d'autres sondages très clairs sur le fait que c'est aussi l'homme politique le plus détesté des Français. Donc je ne sais pas quelle chance se voit cette gauche avec quelqu'un qui est le plus détesté des Français. Mais je suis certaine d'une chose, c'est que ceux qui nous expliquent que voter pour Jean-Luc Mélenchon, c'est lutter contre l'extrême droite, je ne sais pas comment ils font leurs calculs, honnêtement. Parce que c'est le plus beau cadeau fait au Rassemblement national. C'est évidemment l'homme de l'affiche rêvée, que ce soit pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et c'est évidemment l'homme qui leur permettrait d'accéder au pouvoir s'il était au second tour. Mais au-delà de ça, journalistiquement, chacun a le droit d'avoir ses préférences. Et la France insoumise a beaucoup d'alliés au sein de certaines rédactions. Mais à un moment donné, on ne peut pas passer plus de temps à critiquer un journaliste parce qu'il a posé une question sur la base de citations qui, honnêtement, sont en soi très problématiques, et pas passer autant de temps sur une déclaration comme celle qu'il vient de faire devant un tribunal sur le 7 octobre, qui est absolument dramatique. Vincent ? À propos d'un bon procès qu'on peut faire à LFI cette semaine quand même, c'est celui qu'on peut faire au maire de Roubaix, David Guiraud, qui tout de même a assumé de ne pas baptiser une école de sa ville au nom de Samuel Paty. Je pense que c'était gravissime. Alors, c'est pas de l'apologie du terrorisme, mais on n'en est pas loin tout de même. Parce que c'est nier, justement, c'est nier à la fois le nom de Samuel Paty dans cette République française, et insulter aussi tous les enseignants de France qui prennent des risques tous les jours, justement, pour apprendre la nuance, les valeurs de la République. Et je ne sais pas comment David Guiraud pourra continuer à se défendre, justement, de ne pas avoir baptisé cette école. François ?
Non, la disproportion que vous soulignez est très choquante, effectivement, entre l'impact des différentes choses. Mais sur le premier état, en quelque sorte, de citation, il me semble quand même que quelque critiquable que soit la citation écrite qu'on a vue, qui met en cause les financiers, leur bande d'esclaves intellectuels, est très choquante. Mais elle est très choquante, non pas parce qu'elle est antisémite, me semble-t-il, mais parce qu'elle est populiste, et que c'est le vocabulaire traditionnel des populistes. Et il me semble que quand on agglomère justement des choses de nature différente, au fond, on affaiblit la vraie critique qui porte sur les citations d'après, que vous avez fort bien décortiqué. C'est ça qui est un peu problématique, quoi, je trouve, dans cet ensemble qui a été constitué. C'est pour ça, François, qu'un rectificatif était tout à fait le bienvenu. Mais on est passé d'un rectificatif bienvenu et souhaitable, et c'est ce que je disais, le journalisme est là pour contextualiser et préciser les choses. Donc, contrairement à une vidéo sur Internet qui n'a pas les mêmes règles et qui met des citations les unes à côté des autres et chacun se fait son idée. Un journaliste a toujours ce devoir de recontextualiser. Donc, encore une fois, un rectificatif était tout à fait le bienvenu. De là, c'est monté bien au-delà. Ça s'est transformé en attaque personnelle contre ce journaliste et ses origines. C'est allé jusqu'à demander sa tête. Et encore une fois, ce que je critiquais, c'est la déproportion entre l'émotion mise pour une non-contextualisation qui méritait un rectificatif et le relatif silence et indifférence des mêmes pour des citations extrêmement graves la même semaine. Géraldine ? Non, moi, ce qui me frappe, c'est l'évolution dans le temps. C'est que depuis le 7 octobre, en réalité, ça va faire bientôt 3 ans. Chaque fois, les déclarations vont plus loin. Et là, maintenant, on en est arrivé au stade où les propos les plus violemment antisémites passent finalement crème. Il suffit à celui qui en est accusé de hurler « c'est pas vrai, c'est pas vrai », et puis ça passe. On s'est absolument acclimaté, accoutumé à ça. Et je trouve ça très bien, finalement, 3 victimes du 7 octobre aient porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour ces propos-là, parce qu'il y a quand même un moment où il va falloir assumer les conséquences de ce qu'on dit. Et aujourd'hui, je suis effrayée et meurtrie qu'on puisse se réjouir, alors c'est pas pour Jean-Luc Mélenchon, mais les personnes qu'il était venu soutenir, qu'on puisse éprouver du plaisir, se repaître des images de massacres de juifs, parce qu'on en est là aujourd'hui. Et je suis pas certaine qu'on en ait réellement pris la mesure dans le débat public, tellement le débat public est brouillé aujourd'hui dans des postures d'alter-vérité, de négation du vrai. J'ai dit ça, mais je l'ai pas dit, vous mentez, vous inventez, et d'ailleurs c'est vous le menteur. Enfin, toutes les repères sont bousculés, sont effondrés en fait, mais tout cela est délibéré en réalité. Moi, je suis frappée, pour aller dans ce que dit Géraldine, il y a deux déclarations. Il y a 2-3 jours, Jean-Pierre Daroussin, un acteur formidable qu'on adore tous, qui a été interrogé sur Jean-Luc Mélenchon et qui a dit son admiration pour sa radicalité nécessaire et utile. Et lorsqu'on lui a dit, mais quand même, il a des déclarations un peu ambiguës, il a dit, oui, mais la radicalité, c'est utile. Bon. Et Sandrine Rousseau, aujourd'hui, interrogée sur ses déclarations pareilles, plus qu'ambiguës, elle a dit, tout n'est pas parfait, mais il y a une dynamique. Et donc, elle a appelé à soutenir Jean-Luc Mélenchon au nom des... Enfin, comme élu écologiste, aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est très, très grave. C'est-à-dire, ce que je dis Géraldine, c'est-à-dire que c'est pas disqualifiant. C'est pas une question. Et plus ça va, plus le temps passe, et moins il y a d'émotions ou de révolte à propos de ça. Comme si c'était intégré. Et c'est ça qui est extrêmement incroyable, qu'il aurait cru pour 2026-2027. Alors, on va peut-être retrouver... J'essaie de retrouver la phrase, parce que j'en parle dans mon édito de cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. La question de la forme de la résistance que l'on pose à une oppression est une occupation, pouvant être à ses yeux une affaire qui se discute. Donc il était en train de dire... Si tant est que c'est du terrorisme, c'est une affaire pour lui qui se discute à propos du 7 octobre. Et je rebondis sur la question de l'occupation, parce qu'on a beau l'expliquer, le réexpliquer, c'est une ligne de fracture désormais qui a été balayée par ce que disait Géraldine à force de mentir. Il y a toute une partie de cette gauche radicale qui vous expliquera qu'on peut violer des femmes, qu'on peut tuer des civils, des gens qui dansaient, parce que Israël occupait Gaza. Sauf que Israël n'occupait pas Gaza.
n'occupait plus Gaza depuis 2005, et donc c'est un territoire qui avait été libéré, qui était dirigé par le Hamas, qui a attaqué son voisin dans une zone qui n'occupait pas Gaza. Et c'est là qu'on a deux gauches qui sont irréconciliables et qu'on a aussi deux visions de la chronologie de ces faits qui sont irréconciliables et qui font qu'aujourd'hui, et Ruth le disait, il y a des gens qui passent sur le fait qu'on peut mentir sur la chronologie des dominations. On peut dire qu'il y a d'autres problèmes et qu'il y a d'autres territoires occupés par Israël, mais c'est pas les territoires qui ont été attaqués. Et encore, ça ne justifie pas de s'en prendre à des civils. On peut dire qu'on n'a pas à s'en prendre à des civils pour répondre au Hamas. Ça, c'est un débat légitime. Mais on ne peut pas, au nom de la radicalité, ou parce que Jean-Luc Mélenchon est un fin politicien qui a lancé sa campagne et qui tient son parti d'une main de fer, qui donc peut se détacher des autres, on n'a pas à tout lui passer. Et de voir des intellectuels ou des artistes, effectivement, être béats devant autant de mauvaise foi, autant de raccourcis, autant de complotisme et même du racisme, parce que l'antisémitisme, je le rappelle quand même pour ceux qui l'ont oublié, est un racisme, le Rassemblement national. C'est qu'au Rassemblement national, on ne lui passerait pas tout ça. Et tant mieux. Moi, je ne suis pas pour qu'on passe tout au Rassemblement national comme on est en train de lui passer. Mais je ne suis pas pour qu'on pardonne à la France insoumise des choses qui ressemblent à tout ce qu'on détestait et qu'on déteste encore au Rassemblement national. Voilà, vous connaissez la formule que chacun se fasse son opinion. Donc cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, quand il défendait Anas Kazib, la voilà, on va la revoir. La phrase, c'est parce qu'il dit, au fond, ceux qui nous accusent... mentez, il en restera toujours quelque chose, et on peut croire du coup qu'il y aurait parmi nous, LFI, ou les gens qui soutiennent LFI, des gens qui se réjouiraient du terrorisme. Sous-entendu, c'est faux, mais il ajoute, à supposer que les actes dont on parle, et là c'est clairement le 7 octobre, soient bien du terrorisme. À supposer que les actes commis le 7 octobre soit bien du terrorisme. Non, mais c'est vertigineux en réalité, parce que cela veut dire c'est installé dans les esprits, mais il le fait depuis des mois. Dans les esprits, le fait que finalement égorger des bébés, violer des femmes, ça peut être un acte de résistance, ça se discute. Certains le pensent. Qui sommes-nous pour les juger? C'est une abjection, mais comme on a le dur à four crématoire à côté de Le Pen, mais c'est du pire. Donnez-moi, c'est d'une violence inouïe, et personne. Enfin, en tout cas, Monsieur Daroussin, par exemple, il trouve ça chouette. Il se dit pourquoi pas. Vous avez voilà où je ne sais pas s'il dit Jean-Pierre Daroussin. Il dit pourquoi pas, c'est radical. Non, il dit pas ça là-dessus. Il réagit pas à cette phrase. C'est clair. En tout cas, ça n'existe pas dans son raisonnement. C'est ça, c'est l'effacement de cette dimension. Il ne souhaite pas le voir. Voilà, c'est ça. Ça n'entre pas dans le raisonnement. Or, il y a une époque où, évidemment, pour le Rassemblement national et le Front national de Jean-Marie Le Pen, c'était disqualifiant. C'est très important ce mot-là, c'est-à-dire c'était une donnée essentielle. Aujourd'hui, ça peut être effacé et ça peut ne pas compter. Si je peux Dans me l'histoire permettre, de la gauche, c'est incroyable. Est-ce que ça n'est pas la définition de l'universalisme dont on parle tant à juste titre, c'est-à-dire que une phrase, une prise de position Mais bien sûr, parce qu'elle dit quelque chose du registre et des méthodes auxquelles vous êtes prêt à vous livrer. Donc ça dit quelque chose d'un homme politique. Et encore une fois, dans la phrase qu'on va revoir à l'écran, je veux qu'on insiste, parce qu'il y a les deux temps de toute cette hypocrisie. Il y a effectivement, vous avez raison David, le premier temps de comment on nous accuse de nous réjouir du terrorisme. Donc j'exagère le procès qui m'est fait pour pouvoir en fait, renvoyer la balle à l'envoyeur, mais la phrase d'après, je commets exactement ce qu'on vous reprochait en réalité, Monsieur Mélenchon, c'est-à-dire ce relativisme qui considère que le terrorisme est un point de détail. Parce que c'est ça, on est en train de parler du fait de considérer que le terrorisme est un point de détail. Quand Jean-Marie Le Pen considérait que des choses graves dans l'histoire, des choses qui portent atteinte à la dignité humaine, qui vont jusqu'au massacre d'êtres humains, est un point de détail, nous étions tous révoltés. Qu'est-ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon peut se permettre ce genre de choses et ne plus révolter? Quel est cet aveuglement volontaire qui fait qu'on lui pardonne tout? Est-ce que au nom de la revanche, de la victoire de la gauche, on peut tout pardonner? Ce qui est certain, c'est que c'est encore une fois quelque chose qui va invisibiliser les excès de l'extrême droite. Parce que quand vous allez aussi fort que ça, vous frappez aussi fort que ça, pendant que vous avez une candidate ou un candidat d'extrême droite qui fera, lui, bien plus attention à ne pas commettre ce genre de déclaration pour ne pas se prendre une volée de bois vert, en plus de commettre l'abject, vous fragilisez le camp que vous dites représenter. C'est aussi ça le débat. Il mérite qu'on se pose 2 secondes dessus. Merci Caroline. Je ne dis pas mardi prochain parce que, comme certains d'entre nous, vous allez prendre quelques repos bien mérités. Oui. Surtout qu'on a cru comprendre que votre film était sur le point de s'achever. Vous êtes en train de
fignoler le montage. Donc, je vous dis un grand merci, Caroline, pour la saison passée avec nous. Vous nous avez apporté de quoi réfléchir et c'est toujours très précieux. Vous avez attiré notre attention sur ce qu'on ne voit pas forcément d'habitude. Et pour cela, je vous dis un grand merci et je vous dis aussi notre impatience de vous retrouver à la prochaine rentrée. Merci David, merci pour cet espace, merci pour la qualité aussi de ce que vous animez à 24 heures Pujadas. Et je suis très envie de vous retrouver très vite, mais j'avoue que je suis très contente de prendre quelques vacances. Merci.